Il existe une vérité que presque personne n'a le courage de dire à voix haute. Ce n'est pas votre intelligence qui vous épuise. C'est le fait que vous essayez de l'utiliser au mauvais endroit. Et si je vous disais que, plus vous tentez d'expliquer la vérité à certaines personnes, plus vous vous affaiblissez, il existe un mécanisme caché, étudié depuis des siècles par des esprits brillants, qui révèle pourquoi vous sortez toujours épuisé de ces discussions, même lorsque vous avez raison. Il existe un type de fatigue qui ne vient ni du travail, ni de l'effort physique. C'est une usure mentale profonde. Vous l'avez déjà ressenti. Vous êtes en réunion, à un dîner de famille, ou même dans une conversation en ligne. Quelqu'un commence à parler avec une conviction impressionnante de quelque chose qu'il ne comprend manifestement pas. Vous sentez cette tension dans la poitrine. Votre esprit identifie immédiatement les failles du raisonnement. Vous organisez vos arguments. Vous vous souvenez des données. Vous construisez une explication claire et logique. Vous présentez tout calmement, en espérant que la lumière de la raison s'allume enfin de l'autre côté. Mais elle ne s'allume pas. La personne cligne des yeux, fronce les sourcils, et répète exactement la même absurdité qu'avant, peut-être avec encore plus de conviction. Et vous repartez vidé, comme si vous aviez couru un marathon émotionnel. Vous commencez même à vous demander si vous n'exagérez pas, si vous n'êtes pas trop dur, si vous n'auriez pas dû mieux expliquer. Et c'est là que se trouve le piège. Vous partez du principe que l'autre valorise la vérité autant que vous. Vous croyez que si vous présentez suffisamment de faits, la personne va analyser, réfléchir et ajuster sa position. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Mais cette supposition est précisément ce qui vous met en désavantage. Il y a des siècles, un philosophe allemand nommé Arthur Schopenhauer observait déjà quelque chose d'inconfortable sur la nature humaine. Les gens discutent rarement pour découvrir la vérité. Ils discutent pour gagner, pour maintenir leur statut, pour protéger leur propre ego. Et lorsque vous entrez dans un débat en pensant que vous êtes face à quelqu'un intéressé par l'apprentissage, alors que l'autre personne défend simplement son territoire émotionnel, vous avez déjà commencé à perdre. La psychologie moderne appelle cela l'effet Dunning-Kruger, un phénomène étudié par David Dunning et Justin Kruger en 1999. En résumé, les personnes peu compétentes dans un domaine donné ont tendance à surestimer drastiquement leurs propres capacités. Et le plus cruel, elles n'ont pas conscience de cette limitation. Elles ne possèdent pas la compétence nécessaire pour percevoir qu'elles ne savent pas. Cela change tout, car vous cessez d'interpréter la situation comme un échange rationnel et vous commencez à voir ce qui se passe réellement. Un mécanisme de défense. L'ignorance, bien souvent, n'est pas une absence d'information. C'est une protection d'identité. Lorsque vous présentez de la logique à quelqu'un qui a construit son estime de soi sur une croyance fragile, cette logique n'est pas perçue comme une aide, elle est perçue comme une attaque. Et l'ego humain préfère détruire des ponts, des relations et même des opportunités plutôt que d'admettre qu'il avait tort. Le psychologue et économiste Daniel Kahneman a expliqué quelque chose de fondamental dans son livre Thinking Fast and Slow. Il a divisé la pensée humaine en deux systèmes. Le système 1 est rapide, émotionnel, automatique. Le système 2 est lent, analytique, rationnel. Les personnes qui vivent prisonnières de l'impulsion émotionnelle fonctionnent presque exclusivement dans le premier système. Elles ressentent quelque chose et transforment ce sentiment en certitude absolue. Vous, probablement, utilisez davantage le second système. Vous analysez, pesez, questionnez. Et vous tentez alors de dialoguer en profondeur avec quelqu'un qui ne fait que réagir par impulsion. C'est comme parler mathématiques à quelqu'un qui veut seulement crier. Et pendant que vous dépensez de l'énergie à élaborer des arguments cohérents, l'autre personne répète simplement la même idée, sans aucun effort cognitif. Vous vous épuisez parce que vous travaillez. Elle, non. C'est pourquoi, bien souvent, vous perdez même en ayant raison. Non pas parce que votre argument est faible, mais parce que vous jouez aux échecs avec quelqu'un qui ne sait que pousser les pièces. Schopenhauer comprenait cela avec une clarté presque cruelle. Pour lui, tenter de convaincre certaines personnes n'était pas noble. C'était du gaspillage. Alors quelle est l'alternative? Au lieu de confronter directement, vous pouvez faire quelque chose de bien plus stratégique. Acquiescer jusqu'à l'absurde. Imaginez que quelqu'un affirme avec assurance que n'importe qui pourrait devenir millionnaire en peignant des tableaux modernes, parce que ce n'est pas de l'art véritable. Votre impulsion est d'expliquer l'histoire de l'art, la technique, le contexte culturel. Mais que se passerait-il si vous disiez simplement « Vous avez raison, c'est tellement facile que nous devrions démissionner aujourd'hui même. Allons acheter de la peinture cet après-midi et vendre nos œuvres la semaine prochaine. »
Pourquoi perdons-nous du temps ici? Vous n'avez pas attaqué, vous avez validé, mais vous avez mené l'idée à son extrême logique. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. La personne commence à reculer, elle introduit des nuances, crée des exceptions, ou change de sujet, car en poussant la conclusion naturelle de son propre argument, vous exposez le vide sans avoir besoin de confronter. Vous n'avez pas dépensé d'énergie à tenter d'éduquer, vous avez simplement tenu le miroir. Mais pour faire cela, vous devez renoncer à quelque chose de très difficile, le besoin d'être reconnu comme ayant raison. Et voici une partie inconfortable. Beaucoup de personnes intelligentes sont dépendantes du fait d'avoir raison, pas seulement par orgueil, mais parce qu'être correct est devenu une partie de leur identité. Lorsque quelqu'un insiste dans une erreur évidente, cela semble défier non seulement une idée, mais votre propre capacité. Or, chercher la validation de quelqu'un qui n'a pas les critères pour vous évaluer est une erreur silencieuse. Avez-vous réellement besoin que quelqu'un qui ne comprend pas le sujet reconnaisse votre clarté? Avez-vous besoin qu'un aveugle confirme la beauté d'un tableau? Lorsque vous abandonnez ce besoin, quelque chose change en vous. La provocation perd de sa force. L'irritation diminue. Vous commencez à voir certaines discussions pour ce qu'elles sont réellement, des distractions. Et les distractions ont un coût. Il existe une théorie appelée charge cognitive qui explique que notre cerveau a une capacité limitée de traitement. Interagir constamment avec des personnes profondément irrationnelles exige un effort supplémentaire. Vous devez anticiper des réactions inattendues, filtrer des frustrations, reformuler des explications. Cela épuise. Avec le temps, vous devenez plus irritable, moins créatif, moins patient. Vous commencez à commettre des erreurs que vous ne faisiez pas auparavant. Tout cela parce que vous avez permis que votre énergie soit drainée. Schopenhauer parlait du dilemme du porc épic. Lors des nuits froides, les porcs épics se rapprochent pour se réchauffer, mais finissent par se blesser avec leur propre piquant et doivent s'éloigner. Ils se rapprochent de nouveau, s'éloignent encore. Ils vivent entre le froid de la solitude et la douleur du contact excessif. Peut-être vivez-vous ce dilemme dans vos relations. Il est impossible d'éviter totalement les personnes difficiles. Elles sont au travail, dans la famille, dans le voisinage. Mais vous pouvez créer une distance émotionnelle stratégique. Cela ne signifie pas arrogance. Cela signifie préservation. Vous pouvez être présent physiquement, sans livrer votre centre émotionnel. Vous pouvez répondre avec des phrases neutres, courtes, sans entrer dans l'arène. Je comprends votre point. C'est une manière de voir. Intéressant. Vous ne validez pas profondément. Vous clôturez l'échange sans conflit. Certains interpréteront votre silence comme faiblesse, d'autres comme désintérêt. Laissez-les interpréter. L'opinion de ceux qui ne comprennent pas votre profondeur ne devrait pas déterminer votre paix. Maintenant, il existe un scénario encore plus délicat, lorsque la personne irrationnelle a du pouvoir sur vous. Un supérieur, un leader, quelqu'un qui décide de votre avenir professionnel. Ici, la dynamique change. Les personnes insécurisées, en position d'autorité, se sentent souvent menacées par une intelligence évidente, non pas parce qu'elles comprennent pleinement votre capacité, mais parce qu'elles perçoivent instinctivement que vous voyez au-delà. Schopenhauer disait qu'exhiber des qualités supérieures face à la médiocrité peut être perçu comme une offense impardonnable. Et dans ce contexte, briller excessivement peut générer de la résistance. L'histoire offre des exemples intéressants. Durant la période des 3 royaumes en Chine, le stratège Sima Yi servait sous le commandement de Cao Shuang, un dirigeant puissant, mais impulsif et insécurisé. Au lieu de le confronter, Sima Yi feignit la faiblesse. Sous-estimé, il cessa d'être perçu comme une menace. Lorsque le moment opportun arriva, il agit avec précision et prit le contrôle. La leçon n'est pas de manipuler par vanité, c'est de comprendre que démontrer tout ce que vous savez n'est pas toujours stratégique. L'intelligence n'est pas un trophée à exhiber, c'est un outil à utiliser au moment adéquat. Peut-être qu'une partie de votre fatigue vient du fait que vous essayez de sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Vous pensez, si j'explique mieux, elle va changer. Si je montre cette donnée, il va comprendre. Mais certaines personnes sont confortablement installées dans leur forteresse de certitude. Et forcer quelqu'un à sortir de cette forteresse est perçu comme une invasion. Combien d'années avez-vous déjà passé à tenter de convaincre cet ami qui répète toujours les mêmes erreurs financières? Ou ce parent qui crée des conflits et n'assume jamais sa responsabilité? Combien de nuits avez-vous perdu à essayer d'ajuster le comportement de quelqu'un qui ne montre aucune intention de changer? Pendant que vous tentez de réparer, votre énergie diminue.
Peut-être que la véritable maturité consiste à reconnaître les limites, non pas les vôtres, celles des autres. Accepter que tout le monde n'est pas disposé à évoluer, et que ce n'est pas votre mission de porter tout le monde. Lorsque vous lâchez enfin la corde, lorsque vous cessez d'expliquer, de vous justifier, de prouver, un silence différent apparaît, un espace intérieur. Et dans cet espace, vous commencez à percevoir quelque chose d'important à propos de vous-même. Vous n'avez pas besoin de friction constante pour vous sentir intelligent. Vous n'avez pas besoin de gagner des discussions pour valider votre clarté. Et alors surgit une question encore plus profonde. Si vous cessez de vous mesurer par contraste avec des esprits plus limités, à qui allez-vous vous comparer? Peut-être que l'étape suivante n'est pas d'apprendre à gérer les insensés, mais de choisir des environnements où votre esprit sera réellement mis au défi. Car rester entouré de superficialité peut, progressivement, rendre votre propre vision plus superficielle. Et il existe un niveau encore plus complexe dans ce parcours. Un niveau où vous ne rencontrez plus l'ignorance, mais l'astuce calculée. Des personnes qui comprennent les stratégies, qui perçoivent les jeux psychologiques et savent aussi manipuler. Mais cela appartient à une autre couche de cette conversation. Pour l'instant, l'essentiel est ceci. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous êtes intelligent. Vous êtes fatigué parce que vous avez essayé d'utiliser votre intelligence pour changer ceux qui ne veulent pas changer. Lorsque vous changez de stratégie, le résultat change. Et il y a encore beaucoup à explorer sur la manière de protéger votre énergie, d'agir avec précision dans des environnements hostiles et de transformer votre lucidité en véritable influence silencieuse. Lorsque vous commencez à appliquer cette distance stratégique, quelque chose d'étrange se produit. Le premier changement ne se produit pas chez l'autre, il se produit en vous. C'est comme si une tension constante, que vous ne perceviez même plus, commençait à se dissoudre. Vous entrez dans une conversation qui, auparavant, aurait été un champ de bataille. Et vous n'entrez simplement pas dans le combat. Vous écoutez, vous observez, vous répondez avec peu de mots, et vous en sortez intact. Au début, cela semble étrange. On dirait que vous laissez passer. On dirait que vous perdez quelque chose. Mais en réalité, vous récupérez quelque chose de bien plus précieux. Votre énergie mentale. Il existe un schéma que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose d'absurde, vous ressentez presque une obligation morale de corriger. Comme si le monde dépendait de votre intervention. Comme si le silence était une complicité. Mais cette croyance mérite d'être remise en question. Toute ignorance ne doit pas être confrontée. Toute opinion ne mérite pas une réponse. Et surtout, toute provocation ne mérite pas votre intelligence comme carburant. Avez-vous remarqué que les personnes intellectuellement très limitées paraissent souvent extrêmement sûres d'elles? Cette assurance ne naît pas de la clarté, mais de la simplicité. Moins quelqu'un perçoit de couches dans la réalité, moins il a de doutes. Et moins il a de doutes, plus sa conviction est superficielle mais solide en apparence. Pendant ce temps, celui qui pense de manière plus complexe voit des nuances, des exceptions, des probabilités. Et cela apporte naturellement de la prudence. Le problème, c'est que le monde confond souvent conviction et compétence. C'est ici que beaucoup d'esprits intelligents se perdent, parce qu'ils tentent de rivaliser sur le terrain de la confiance excessive, alors que leur force réside dans la profondeur silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler plus fort, vous n'avez pas besoin de répéter 10 fois, vous n'avez pas besoin de transformer chaque conversation en cours magistral. Parfois, la plus grande démonstration de maîtrise est le refus d'entrer dans le jeu, et cela exige de la maturité émotionnelle. Car il y a quelque chose de profondément humain dans le désir d'être compris. Nous voulons tous que nos idées soient reconnues. Nous voulons que notre vision soit validée. Mais il existe une immense différence entre partager avec ceux qui peuvent comprendre et supplier la reconnaissance de ceux qui n'ont pas les outils pour cela. Lorsque vous insistez pour expliquer quelque chose de complexe à quelqu'un qui opère uniquement en surface, ce qui se produit n'est pas un apprentissage. C'est une friction. Et la friction constante use toute structure, y compris votre patience. Peut-être commencez-vous à percevoir que la majeure partie de votre épuisement ne vient pas de la difficulté des tâches, mais de la coexistence avec des mentalités rigides, des personnes qui n'écoutent pas, mais attendent seulement leur tour de parler, qui ne remettent pas en question leurs propres certitudes, mais les défendent. Et plus vous tentez d'approfondir, plus elles simplifient. Ce type de dynamique crée un sentiment d'isolement, parce que vous commencez à vous demander « Suis-je le seul à voir cela ?» Et ce doute ronge, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes entouré de voix qui répètent la même superficialité.
Mais il y a ici une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de convaincre la majorité pour avoir raison. La vérité ne dépend pas d'un vote. Lorsque vous intégrez cela, votre posture change. Vous commencez à choisir plus soigneusement où investir votre capacité intellectuelle. Vous comprenez qu'expliquer à quelqu'un d'ouvert est enrichissant, mais insister avec quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas comprendre est du gaspillage. Et il existe un détail encore plus subtil. Souvent, l'intelligent ne s'implique pas seulement pour corriger. Il s'implique parce qu'il se sent provoqué. Il y a une blessure invisible qui est touchée lorsque quelqu'un défend quelque chose d'illogique avec arrogance. Cela ressemble à une offense personnelle, mais cette réaction en dit plus sur votre besoin intérieur que sur l'opinion de l'autre. Posez-vous honnêtement la question. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Pourquoi ai-je besoin que cette personne admette qu'elle a tort? Qu'est-ce qui, en moi, se sent menacé lorsqu'elle insiste dans son ignorance? Lorsque vous explorez ces questions, vous commencez à comprendre qu'une partie de la bataille est interne. Vous avez été conditionné à croire que démontrer son savoir est une obligation, que corriger est une responsabilité, que laisser passer est une faiblesse. Pourtant, dans la pratique, laisser passer est souvent une stratégie. Il existe une différence entre sagesse et exhibitionnisme intellectuel. La sagesse sait quand parler, et surtout, quand se taire. Avez-vous remarqué que certaines personnes extrêmement intelligentes parlent peu dans des environnements chaotiques? Elles observent, elles écoutent, elles analysent, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles comprennent que certaines arènes ne sont pas productives. Elles choisissent leur bataille. Cela ne signifie pas passivité. Cela signifie économie, économie d'énergie, économie de temps, économie émotionnelle. Et le temps est une ressource qui ne revient pas. Chaque heure dépensée à tenter de convaincre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter est une heure qui pourrait être investie dans la construction de votre propre vie, dans le développement de compétences, dans le renforcement de relations saines, dans la création de quelque chose qui a réellement du sens. Il existe aussi un aspect social délicat. Lorsque vous commencez à vous retirer des discussions improductives, certaines personnes s'étonnent. Elles peuvent dire que vous avez changé, que vous êtes distant, que vous ne participez plus comme avant, et cela peut créer un inconfort, parce qu'une partie de vous veut être perçue comme engagée, présent. Mais l'engagement n'est pas synonyme d'épuisement. Vous pouvez participer sans vous consumer. Vous pouvez écouter sans absorber. Vous pouvez répondre sans vous impliquer émotionnellement. Et plus vous pratiquez cela, plus vous observez un schéma intéressant. Les personnes qui provoquaient cessent d'insister, parce que le carburant a disparu. Les discussions se nourrissent de réactions. Lorsque vous ne réagissez pas comme prévu, le cycle se brise. C'est un pouvoir silencieux, et il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous cessez de tenter constamment de prouver votre intelligence, vous commencez à la diriger vers quelque chose de plus grand. Au lieu de dépenser votre capacité mentale à démonter des arguments fragiles, vous l'utilisez pour construire des structures solides, construire une carrière, construire une stabilité, construire un savoir réel, construire la tranquillité. Parce qu'au final, gagner une discussion change rarement votre vie. Mais vous vaincre vous-même, vaincre le besoin d'approbation, change tout. Il existe aussi un autre niveau de conscience qui émerge lorsque vous adoptez cette posture. Vous commencez à identifier rapidement les schémas comportementaux. Vous percevez qui est ouvert au dialogue et qui cherche seulement une scène. Vous apprenez à distinguer le doute sincère de la provocation déguisée, et cela vous évite de tomber dans des pièges émotionnels. Et voici quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de mépriser les gens. Il s'agit de reconnaître des limites. De la même manière que tout le monde n'a pas de talent pour la musique ou les mathématiques, tout le monde n'a pas la disposition pour la réflexion profonde. Cela ne les rend pas moins humains, mais cela rend leurs interactions avec vous limitées. Accepter cela réduit la frustration. Vous commencez à ajuster vos attentes, et une attente ajustée est une souffrance réduite. Peut-être que le grand tournant n'est pas de changer les autres, mais de redéfinir votre rôle dans les interactions. Au lieu d'être un professeur involontaire, vous devenez un observateur stratégique. Au lieu d'être un débatteur constant, vous devenez un sélectionneur d'environnement. Et lorsque vous commencez à choisir plus soigneusement avec qui vous échangez des idées, votre propre esprit fleurit, car l'intelligence a besoin de stimulation adéquate. Elle a besoin de véritables défis, non d'une résistance vide. Il existe une immense différence entre confrontation productive et conflit stérile. Le premier élargit, le second épuise. Et peut-être êtes-vous prêt à quitter le second.
Mais il y a un point encore plus délicat à aborder. Que se passe-t-il lorsque vous maîtrisez enfin cet art de la distance et que vous commencez à percevoir que la majorité des personnes autour de vous opèrent à ce niveau superficiel? Un sentiment étrange surgit. Une certaine distance émotionnelle. La sensation de marcher dans une direction différente. Cela peut générer de la solitude. Et ici, il faut être prudent, car l'objectif n'est pas de s'isoler du monde. C'est de mieux se positionner en son sein. Vous n'avez pas besoin de couper tout le monde. Vous devez simplement cesser d'attendre de la profondeur là où elle n'existe pas. Vous pouvez maintenir une coexistence cordiale, respectueuse, légère. Mais cherchez la profondeur dans des environnements appropriés. Cela exige du courage, parce qu'il est plus confortable de rester là où vous êtes déjà connu, même si vous n'êtes pas pleinement compris. Mais la croissance survient rarement en terrain confortable. Et il existe encore une dernière couche de cette conversation qui commence à se révéler lorsque vous comprenez tout cela. Lorsque vous cessez de lutter contre l'ignorance et commencez à gérer votre énergie, une question inévitable surgit. Si je n'utilise plus mon intelligence pour corriger les autres, à quoi exactement vais-je l'utiliser? C'est à ce moment que votre attention se tourne vers des objectifs plus vastes, des stratégies plus larges, des ambitions plus silencieuses. Vous commencez à comprendre que la véritable force ne réside pas dans la victoire d'un débat, mais dans la construction de résultats. Et c'est ici que la différence entre intelligence et pouvoir devient encore plus claire. Il existe un moment très spécifique dans la vie de celui qui pense au-delà de la moyenne. Ce n'est pas lorsque vous découvrez que vous avez raison. Ce n'est pas lorsque vous percevez des nuances que les autres ignorent. C'est lorsque vous comprenez qu'avoir raison n'est pas la même chose qu'être en avantage. Voilà le point de bascule. Jusqu'ici, vous avez peut-être cru que votre plus grande force était votre capacité à mieux argumenter, mieux expliquer, mieux analyser. Et en effet, c'est une compétence rare. Mais mal orientée, elle devient usure. Vous entrez dans des batailles inutiles. Vous investissez de l'énergie dans des esprits qui ne veulent pas s'étendre. Et, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir seul, irrité, incompris. La véritable maturité commence lorsque vous effectuez un ajustement interne silencieux. Vous cessez d'utiliser votre intelligence comme outil de correction et commencez à l'utiliser comme instrument de construction. Remarquez la différence. Corriger, c'est réagir. Construire, c'est agir. Lorsque vous réagissez constamment aux opinions superficielles autour de vous, votre vie devient une réponse permanente au chaos extérieur. Mais lorsque vous décidez que vous n'avez pas besoin de répondre à tout, quelque chose se réorganise. Votre esprit gagne de l'espace, votre énergie se concentre, votre vision s'élargit, et vous comprenez alors quelque chose de libérateur. Ce n'est pas votre mission de sauver le monde de sa propre ignorance. Il existe une arrogance déguisée en bonne intention lorsque nous croyons que si nous expliquons suffisamment, nous changerons ceux qui ne veulent pas changer. Cela ressemble à de l'empathie, mais c'est souvent un besoin de contrôle. Vous voulez que l'autre voie ce que vous voyez, car cela valide votre perception. Mais la validation la plus puissante ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la cohérence interne. Lorsque vous devenez à l'aise avec le fait que certaines personnes ne comprendront tout simplement pas, et que cela n'a rien de grave, vous accédez à un autre niveau de stabilité émotionnelle. Leur jugement perd du poids. La provocation perd de son impact. La divergence cesse d'être une menace. Vous commencez à observer certains comportements avec une clarté presque clinique, non pas avec mépris, mais avec lucidité. Vous voyez l'insécurité derrière l'arrogance, la peur derrière l'agressivité, la fragilité derrière la conviction excessive. Et cette clarté modifie votre posture. Vous n'avez plus besoin d'élever la voix. Vous n'avez plus besoin de répéter 3 fois. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Votre sécurité ne dépend plus de l'approbation d'autrui. Elle naît de la conscience que vous choisissez où investir votre esprit. Cela, c'est du pouvoir réel, car l'intelligence sait démonter un argument. Le pouvoir décide qu'il ne mérite même pas d'être démonté. Et lorsque vous maîtrisez cela, vous commencez à fonctionner à un autre niveau. Vous sélectionnez mieux vos environnements. Vous recherchez des conversations enrichissantes. Vous vous entourez de personnes capables de questionner en profondeur. Et surtout, vous apprenez à reconnaître où votre énergie produit un retour. C'est le point central, le retour. Toute interaction a un coût, et vous devez commencer à vous demander honnêtement, que suis-je en train de gagner dans cet échange? Croissance? Apprentissage? Connexion? Ou seulement frustration? Si le bilan est négatif, le problème n'est peut-être pas votre explication. Peut-être est-ce votre insistance.
Il y a une force immense dans le fait de savoir se retirer. Et il ne s'agit pas de fuite, il s'agit de stratégie. Un général n'envoie pas ses meilleures troupes sur n'importe quel terrain. Il analyse, il calcule, il choisit où l'effort a du sens. Vous devez faire la même chose avec votre esprit. À partir du moment où vous intégrez que toute bataille n'a pas besoin d'être gagnée et que beaucoup n'ont même pas besoin d'être engagés, votre vie gagne en légèreté. Les discussions diminuent. Le stress baisse. Et vous réalisez que la majeure partie de l'usure provenait de votre propre besoin d'intervenir. Cela ne signifie pas que vous deviendrez indifférent. Cela signifie que vous deviendrez sélectif. Vous continuerez à défendre ce qui compte. Vous continuerez à vous positionner lorsqu'il y aura un véritable enjeu. Mais vous cesserez d'entrer dans des débats vides simplement pour satisfaire l'ego, le vôtre ou celui des autres. Et il se produit alors quelque chose de fascinant. Les réactions changent. Certaines personnes s'éloignent parce qu'elles perdent la scène. D'autres commencent à vous respecter davantage car elles perçoivent que vous n'êtes pas facilement provoqué. Et quelques-unes, rares, se rapprochent de manière plus authentique parce qu'elles sentent qu'il y a de la profondeur. Vous commencez à attirer des conversations plus denses, des environnements plus intelligents, des défis plus stimulants. Et cela transforme complètement votre trajectoire. Parce que lorsque vous cessez de dépenser de l'énergie à tenter d'ajuster ceux qui ne veulent pas être ajustés, vous redirigez cette force vers votre propre évolution. Évolution financière, évolution intellectuelle, évolution émotionnelle. Vous devenez plus stratégique dans vos décisions, plus silencieux dans vos mouvements, plus ferme dans vos objectifs. Et peut-être que la plus grande transformation est celle-ci. Vous cessez de chercher une reconnaissance immédiate et commencez à construire des résultats durables. Pendant que d'autres discutent, vous exécutez. Pendant que d'autres se perdent dans des conflits d'ego, vous structurez votre croissance. Pendant que d'autres ont besoin de prouver, vous êtes occupé à créer. Et au final, ce sont les résultats qui parlent. Non pas les discussions gagnées, non pas les débats enflammés, mais les conquêtes silencieuses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une manière ou d'une autre, cette réflexion a touché quelque chose en vous. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans cette fatigue initiale. Peut-être avez-vous compris que vous insistiez trop. Peut-être avez-vous ressenti un soulagement en comprenant que ce n'est pas votre devoir de porter le poids de l'ignorance des autres. Et si cela a résonné en vous, je veux vous faire une invitation simple. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à approfondir ce type de contenu. Aimez la vidéo afin que davantage de personnes fatiguées de cette usure mentale puissent avoir accès à cette perspective. Et laissez dans les commentaires une affirmation qui marque ce tournant intérieur. Écrivez « Je choisis de protéger mon énergie et d'utiliser mon intelligence avec stratégie. » Car à partir du moment où vous faites ce choix consciemment, quelque chose change. Et ce changement ne dépend de la compréhension de personne d'autre que la vôtre.